que en fait, quand on se compare avec d'autres entreprises, des grosses éthiques sur l'économie de la fonctionnalité, en fait, en B2B, il y a des choses depuis longtemps, pas du tout nouveau, y compris la location. Par contre, en B2C et en grande consommation, il y a très peu de choses. En fait, il y a très peu de choses. Pourquoi? Parce que, et c'est d'ailleurs un des points que je vais vous montrer, on bute souvent sur le problème de la logistique. Ce n'est pas un problème de business model, c'est pas un problème le gros souci en grande conso, c'est que c'est éclaté. Vous avez les consommateurs répartis un peu partout, et l'aspect logistique, il est très compliqué. Il est économiquement compliqué. Et d'un point de vue environnemental, ACV, etc., il est pas bon. C'est ce qui veut dire aussi que, donc, tout de suite pour valider une espèce de truc que vous pourriez avoir en tête, la fonctionnalité, c'est pas du tout systématiquement bon pour l'environnement. C'est pas aussi simple que ça. La réparabilité, la recyclabilité, oui, ça c'est bon. Il n'y a pas trop de sujet. L'économie de la fonctionnalité, c'est plus compliqué. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de calculer, et j'ai même pas la réponse aujourd'hui. On est en train de regarder avec notre petite expérimentation Culops, avec l'ADEME et avec l'Université de Troyes, comment, à quelles conditions ça peut être environnementalement parlant impactant. Donc je n'ai pas de réponse aujourd'hui, je l'aurai en octobre prochain. Mais voilà, c'est juste pour déjà ça peut susciter des questions, mais c'est pas aussi évident, hein, l'économie de fonctionnalité. Alors nous, pourquoi on s'est lancé là-dedans? Pour exactement la raison que vous disiez, en se disant, si nous on ne le fait pas, se lancer dans la location de produits, d'autres le feront. Et surtout, c'est un business model qu'il faut qu'on apprenne. Donc on est parti sans aucune prétention, en disant, on va faire un pilote, on va se planter, on va prendre plein de trucs, et c'est tout l'intérêt. Mais on va être les premiers, par contre, à apprendre. Donc, les premiers dans notre secteur d'activité et par rapport à nos gros concurrents. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas, la location. Mais fait par un industriel avec la boucle que je vais vous décrire, ça n'existe pas en France. Alors, le système qu'on a proposé, il s'appelle Eureko. C'est tout simple, c'est en gros, vous avez 35 références de petits électroménagers culinaires que vous pouvez louer, plutôt dans une optique location pour l'instant courte durée, puisque le postulat de base, c'était de se dire, voilà, il y a 83% des Français qui estiment qu'il est plus important de pouvoir utiliser que CD, ok, bien. 30% des Français qui estiment que la location d'électroménager va se développer, ça veut dire qu'ils y croient un peu. Et 8 à 10% des Français sont prêts à louer un appareil de cuisine. On se dit 10%, ça commence à être intéressant, ça vaut le coup qu'on s'y intéresse. C'est juste pour dire que tout le monde déjà n'est pas, on cible déjà une petite niche. Hein. C'est pas encore, je parlais de modèle de consommation aujourd'hui, pas du tout mainstream, hein, voilà, de louer ces produits plutôt que de les acheter. Pas du tout. Surtout quand on parle de produits avec lesquels on cuisine. Clairement, le gros premier frein identifié dans les études qu'on avait faites consommateurs, allez, moi je ne veux pas un produit qui a quelqu'un que je ne connais pas, qui est sûrement sale, qui n'a pas des habitudes alimentaires, alors même pas d'histoire de religion, etc. Parce qu'en France, on n'est pas mauvais là-dessus. En disant, mais comment je vais pouvoir utiliser quelque chose dans lequel quelqu'un d'autre a cuisiné. Gros frein culturel, en France. Pas que en France. Donc c'était compliqué. Donc très vite, on s'est dit, au départ, on s'était dit, on va faire du peer-to-peer. On va aider nos consommateurs à se louer et à se prêter des appareils culinaires. Ils nous ont dit, non, nous on ne veut pas ça. Nous on veut un tiers de confiance. On veut que vous, la marque, vous nous garantissiez que les produits sont propres, ils sont en état de fonctionner. Parce que sinon, je ne veux pas. Donc déjà, faire des études, des fois ça sert à quelque chose, c'est nous éviter de partir sur le peer-to-peer. Je ne dis pas que ça ne reviendra pas à le peer-to-peer. Mais en tout cas, sur ce modèle-là, ce n'était pas ce qu'il demandait. Donc on est parti là-dessus. Alors, on a fait créer une boucle de partenariat assez compliquée, mais c'est presque ça qui est le plus intéressant. C'est pas louer des produits, c'est pas louer des produits. Mais en gros, ça marche bien sûr. Donc on a construit un site web dédié dans lequel le consommateur peut louer son produit. Il le récupère chez un de nos 7 magasins relais, un de nos partenaires du groupe Casino. En gros, il peut le prendre dans un drive, dans un petit supermarché, une épicerie de quartier ou un hypermarché. Donc, tout près de chez lui, parce qu'évidemment, d'un point de vue environnemental, plus le prend près de chez lui, moins il fait de trajet. S'il le prend à pied, c'est encore mieux. S'il le prend en voiture, ça impacte aussi le bilan environnemental. Donc c'est pour ça qu'on a maillé le territoire pour avoir des points relais qui soient le plus proches des consommateurs. Là, vous pouvez déposer, enfin, venir chercher et redéposer le produit dans quel que soit le magasin de votre choix, en fonction de votre trajet, de domicile de travail. Donc ça, c'est un partenaire important. La distribution, l'ADEME, qui nous aide à notamment financer la recherche qu'on fait sur c'est quoi l'impact environnemental réel
sur notre service. Tout ça, on est au milieu du guet dessus, parce qu'on a lancé ça récemment en septembre 2015. On travaille donc, c'est l'UTT qui nous fait le travail, avec Synergence qui nous accompagne sur l'aspect opérationnel du projet. Et surtout, il nous manquait très vite l'opérateur logistique. Nous, ce n'est pas notre métier d'aller entre guillemets, amener les produits et les contrôler, les laver, etc. Donc, on s'est dit, tiens, ça serait bien d'avoir un partenaire dans l'économie sociale et solidaire avec qui on travaille par ailleurs, qui s'appelle Envie. Ça, vous le connaissez, c'est en fait un groupe d'insertion qui s'est fait connaître il y a longtemps en recyclant et en réparant et en revendant à des personnes modestes et du gros électroménager. Donc, travailler avec Envie, c'est Envie donc qui récupère après chaque location le produit, qui le nettoie, qui le contrôle et qui le remet en circuit et qui le livre dans les points relais en fonction d'un plan de tournée qui est connecté au site internet en fonction des demandes des consommateurs. Comme c'est notre partenaire informatique. Et on s'est très vite aperçu, parce que plus on prend ce projet-là, on dit bon, c'est tout simple, vous voyez les produits. Et en fait, à un moment, on s'est dit, tiens, le packaging. Le packaging, louer un produit, quand vous ne voulez pas que la personne de casino, elle passe 10 minutes à contrôler que dans la machine à raclette, il y a bien tous les cachetons, tous les machins, etc. Là, ça veut dire un packaging dans lequel, visuellement, en contrôle visuel, vous voyez tout de suite que tous les produits, et j'allais dire périphériques, sont bien dans la boîte. On a construit des packagings très adaptés. Déjà, on voit qu'il commence à y avoir une petite boucle de rétroaction en amont sur l'éco-conception. Et donc, on a fait des packagings éco-conçus aussi. Ils sont très jolis. C'est des protos. Mais par contre, ils sont en plastique, en polypropylène recyclé. Et ils ont surtout un design, des fonctionnalités qui permettent aux gens de très très vite ranger et de très vite voir ce qui manque. D'ailleurs, aux consommateurs comme aux contrôleurs du pays. Voilà. Donc ça, après, on a buté sur d'autres sujets. Le sujet tout bête, c'est je veux un produit pour 2 soirs ou un soir, je ne veux pas passer 5 heures à lire la petite notice. Ça nous a obligé aussi à rétro-pédaler en réadaptant toutes les prises en main du projet. Voilà. Alors, je ne vais pas donc le fonctionnement, je vous l'ai expliqué très très vite. Là, vous avez des visuels qui montrent qu'on essaye aussi d'apporter des recettes aux consommateurs. Et tout l'enjeu aussi, c'est de dire aux consommateurs, notamment pour d'un point de vue environnemental, ça soit très pertinent, c'est de dire, et c'est tout l'intérêt aussi du groupe Casino, parce qu'il y a de l'économie derrière, c'est pas uniquement philanthropique, c'est de dire finalement, je viens chercher mon appareil culinaire et je fais mes courses en même temps, c'est pas idiot. Donc il peut récupérer, il a la possibilité de récupérer aussi, s'il le souhaite, ses courses pour faire sa raclette, son fromage et son vin blanc. Chez Casino aussi. Voilà, donc c'est des boucles qu'on est en train de tester aussi. Voilà, alors ce que je peux vous dire sur le projet, on est au milieu du gué, on est en train, la boucle marche, c'est ce qu'on voulait tester, pas simple, mais la boucle marche, les consommateurs à 8 sur 10 sont satisfaits du service, donc ça fonctionne, c'est fluide, il n'y a pas de bug, alors qu'il y a beaucoup d'acteurs, ça c'est bien. On a un niveau, ça nous a beaucoup surpris, un panier moyen qui est bien supérieur à ce qu'on pensait. Mais il y a un autre phénomène qui est apparu, qu'on avait moins vu. On s'est dit au départ, les gens vont louer des produits dont ils ne se servent pas toujours, le syndrome de la perceuse, on se sert que 3 fois par an. Là, on s'est dit, la machine à raclette, oui, c'est intéressant. Sauf qu'en fait, les gens louent ces produits-là aussi, mais ils louent beaucoup plus que ce qu'on avait prévu, des produits pour les tester avant achat. Et ça, à la fois, ça nous a interrogé sur notre modèle économique, de comment on vend les poulets, c'est-à-dire pas très bien, puisqu'il y a des gens qui... voilà. Et le truc intéressant, on se dit, ouais, mais ça, alors du coup, c'est idiot d'un point de vue environnemental. Mais non, parce que les gens vont louer des produits, ils vont dire, tiens, il marche, tiens, on sert tous les jours, ou toutes les semaines, donc je vais aller vendre. C'est un achat du coup qui est plus raisonnable d'un point de vue environnemental et économique parce que je vais vraiment m'en servir. En gros, on n'est pas dans l'achat d'impulsion d'un produit qui reste dans les placards. Donc c'est pas inintéressant parce que c'est un achat, on va dire, intensif qui va vraiment, dont les personnes vont vraiment se servir. Donc voilà. Et ça nous a beaucoup surpris. Et c'est apparu au cours d'expérimentation. Et du coup, d'un point de vue business model, c'est très intéressant pour nous, d'un point de vue économique. Voilà. Donc ça c'est... Et alors, comme je finis là-dessus, le pilote aujourd'hui qu'on fait sur Dijon, c'est une ville en France, qui correspond, c'était vraiment parce qu'il y avait une praticité et un réseau d'acteurs qui existait,
mais ce n'est pas la ville où on va louer le plus. Finalement, les villes où ça va marcher le plus, vous savez bien, c'est les grosses villes urbaines, où là, pour le coup, les gens n'ont pas de place dans leur cuisine pour louer, et où surtout les gens vont venir souvent à pied chercher les... donc, y compris d'un point de vue environnemental, ce service-là, on n'a pas encore fait l'étude finale, mais les intuitions qu'on a, c'est qu'il a beaucoup plus de pertinence dans les grands centres urbains, mais ça on le savait, mais on voulait faire un pilote avant le lancer, des grandes villes, que dans des zones comme Dijon, où il y a du rural, où les gens viennent souvent en voiture faire leurs courses, et où aussi les cuisines ne sont pas les mêmes en termes de taille que celles de Paris, par exemple. Voilà. Donc on est en train de regarder où ce service-là sera pertinent dans une logique d'extension géographique avec nos différents partenaires. Voilà. Donc, je fais très vite, si vous avez des questions. J'ai un truc pour lancer le débat. Ça ne marche que si vous avez des produits réparables et surtout durables. Quand je dis durable, c'est de qualité. Si vous faites ça avec des produits merdiques à troisième utilisation, vous faites en sorte que vous les réparez tout le temps. Vous les jetez et vous les sortir, vous les jetez et vous en mettez des notes. C'est l'inverse de ce qu'on fait ici. Donc, on travaille, on a lancé ça, parce que maintenant, j'allais dire en 2015, parce qu'avant, on a une 7 ou 8 ans d'antériorité sur un peu d'éco-conception, de la réparabilité, de la recyclabilité sur nos produits. Sinon, ça ne marche pas très bien. Surtout la qualité robustesse des produits. Vous ne pouvez pas faire ça avec n'importe quel produit non plus. Est-ce que vous avez des services spécifiques ou associés? Oui. On a un service conso qui était briefé sur le sujet et on avait aussi anticipé d'éventuels, en casse, tout simplement. On a aussi un réparateur, on a aussi un réseau de réparateurs agréés qui maillent le territoire en France, dont on est un des principaux, partenaires économiques, parce qu'il y a peut-être plus de nous qui proposons des produits réparables. Et donc du coup, oui, on est en capacité aussi de faire tourner des produits. Je voudrais avoir, en lien avec la présentation précédente, sur la question de la contractualisation, les partenariats, la coopération, voir un peu, est-ce qu'on peut en dire quelque chose, et est-ce qu'on passe beaucoup de temps, est-ce qu'il faut passer beaucoup de temps sur cette question de coopération en acteurs de partenariat, et accessoirement, est-ce qu'on peut avoir des idées, sans tout dévoiler évidemment, mais sur le partage de la valeur qui peut se faire entre les différents partenaires. C'est peut-être là où se fait l'enjeu, et où il y a des expérimentations qui n'ont pas fonctionné, parce que justement, ce travail de partage de la valeur n'a pas été bien conçu. Je pense à MUB, avec Peugeot, par exemple. Ouais. Vous avez eu du mal à intégrer les concessionnaires dès le début, par exemple. C'est une bonne question. Alors, très clairement, on pensait qu'au départ, ça allait être ça le plus compliqué. En fait, aussi, surtout que ça puisse paraître, embarquer un distributeur comme Casino, vous connaissez en France les relations entre les fournisseurs et les distributeurs, cordial, sympathique, je suis pas marrant. Les voilà, les embarquer sur un projet comme ça, où très clairement on leur a dit, on ne sait pas trop quelle valeur tout ça va créer. C'est comme ça qu'on leur a dit, parce qu'on est honnête, on ne sait pas trop. On sait faire des études et modéliser, c'est à peu près ça. Tous les prix de vente qu'on a, de location qu'on a calés, mais le reste, comment on va se partager les sous, etc. On n'en sait rien. Ils nous ont dit, ok, on y va. C'est rare, hein. Donc c'est intéressant. Donc au clair, on est en train de compter, on comptera les sous un an après l'expérimentation. À minima, on rémunère le magasin comme un colisage classique, c'est-à-dire, vous savez, le magasin sert aussi de point relais avec les bureaux d'Internet. Donc on les rémunère à peu près au même taux, moins d'un euro du colis. On est à 0,03, 0,4, 0,5 centimes, ça dépend des magasins. Mais c'est pas là-dessus que les gens vont se rémunérer. En revanche, Casino, ils ont un intérêt, c'est que ça crée du trafic. Voilà. Et ça, à modéliser en amont, c'est détaillé. C'est pour ça qu'ils nous disent, ok, on joue avec vous et on co-investit avec vous sur ce truc-là. Et c'est une vraie bonne question. Alors, le gros souci, c'est la logistique. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui coûte le plus cher. Quelque part, c'est plutôt bien. C'est finalement Envie aujourd'hui qui bénéficie, j'allais dire, de la plus grosse part du partage de valeur. C'est aussi ceux qui bossent le plus. Nous, on a fait les produits en amont, mais eux, ils ont les chauffeurs, les livreurs et le nettoyage. Donc c'est là-dessus que ça... Ça génère quand même un peu de valeur in fine pour ça, mais pas forcément. Oui. On parle de valeur euro, mais vous avez regardé les autres valeurs que ça crée? Ah non, bien sûr. Parce qu'il y a ce partage de valeur, ne serait-ce qu'en information, en connaissance. En connaissance consommateur, fidélité consommateur, image. Je prends l'exemple. Ce qu'on a investi sur le produit Eurocook, c'est à peu près rentabilisé par le reportage qu'on a eu
sans débourser 1 euro, 20 heures de France 2. Voilà. Quand je l'explique, quand on m'embête vraiment, on dit ça coûte combien de développement durable, tout ça, je leur dis ça c'est un exemple de projet pilote où tout le monde a râlé quand on a investi les premiers euros. Par contre, le 20 heures de France 2, tout le monde était content. Donc voilà. Donc vous faites un travail de mesure de ces non, valeurs je ne le fais pas, je devrais. Je ne le fais pas, c'est très compliqué, parce qu'en plus les horizons de retour sur investissement, ils sont hyper compliqués. Il faudrait que je mesure l'impact sur ma marque, mes marques, il y en a plusieurs ici, les marques, sur justement le côté image du groupe, la valeur client, la fidélité. C'est très compliqué. Je n'ai pas les sous non plus pour le faire. Si je voulais faire ça, une analyse d'impact comme ça, sur le capital immatériel que ça crée, ça coûte extrêmement cher. Est-ce qu'en interne, ça a quand même un peu modifié l'organisation de l'entreprise et aussi les compétences des travailleurs finalement? Est-ce que ça nous a évolué ou du coup vous posez la question justement pour faire évoluer un petit peu? Alors l'organisation, enfin, on n'a pas bouleversé là, juste un truc pour ce... ça n'a pas bouleversé le business model du groupe. Donc, votre idée de coexistence du business model. On ne s'est pas dit demain on ne vendra plus de produits, on va allouer. En revanche, par contre, ça nous a posé plein de questions sur la manière dont on faisait du commerce. Donc, les questions que ça pose maintenant, c'est finalement, les consommateurs aujourd'hui, il existe encore des consommateurs qui, en ayant essayé nos produits, les achètent alors qu'ils ne les achètent pas par ailleurs. Ça nous pose quand même un certain nombre de questions sur la manière dont on vend aujourd'hui. Plein de questions. Et là, liées à des organisations de force de vente, etc. Tout bêtement. Des questions sur le packaging. On n'est pas très bon aujourd'hui dans nos packaging. Des questions sur packaging, des questions sur la fidélisation de clients. Enfin, plein de questions qui vont impacter l'organisation, qui nous posent des vrais sujets de réflexion sur nos business models, nos organisations et la manière dont on fait du commerce aujourd'hui. Donc oui. Et je ne parle même pas de l'éco-conception parce que ça, on avait démarré la réflexion avant. Mais là aussi, le truc super intéressant, c'est qu'on va avoir, mais avec le temps, pas tout de suite, c'est dans 2-3 ans, on aura les retours de location, on verra où les produits cassent et où sont les fragilités pour pouvoir rétro-agir. Ça, on l'a déjà via les services conso. On fait déjà ce travail-là via les remontées consommateurs de nos services conso partout dans le monde. Et on sait déjà, et nos qualiticiens, ils analysent les retours conso pour voir que le produit, les fragilités des produits, où il est cassé, pour faire mieux pour les prochaines semaines.